On prend cette voiture? Sur le parking d'un commissariat de Kansas City, des policiers se préparent à arrêter un petit dealer de drogue. Une opération a priori banale. Et pourtant, ils sont équipés comme s'ils partaient à la guerre. Gilets pare-balles, casques et fusils d'assaut. Ces gros bras font partie du SWAT, l'équivalent chez nous du RAID ou du GIGN. Aux États-Unis, ils sont de plus en plus souvent appelés sur des missions de routine. Il y a de l'excitation, mais aussi un peu de stress. On est toujours un peu inquiet. Mais bon, il faut faire le boulot, hein. Après quelques minutes de trajet, ils arrivent devant l'adresse du dealer. Police, perquisition, ouvrez la porte! L'équipe bloque immédiatement toutes les issues. Police, perquisition, ouvrez la porte. Pas de réponse. Police, perquisition! Et ils enfoncent la porte au bélier. On continue. Allez, on ouvre. À l'intérieur, chaque pièce est inspectée méthodiquement. C'est OK ici. Mais l'appartement est vide. Il n'y a personne? Non, il n'y a personne pour l'instant. Mais la chanifie est en marche et la musique tourne, donc il est peut-être sorti pour quelques minutes. La perquisition peut commencer. Mais les policiers ne vont trouver aucune trace de drogue. Juste ces quelques sachets vides cachés sous le lit. C'est là-dedans qu'ils emballent le crack. Il y en a aussi ici. Regardez, ils mettent le crack dans un petit coin du sachet, ils le tordent, ils l'arrachent et vendent le caillou emballé comme ça. Leurs recherches sont vite interrompues. Il est dehors, il s'enfuit. Comme les policiers l'espéraient, le suspect est de retour. Il est arrêté sans problème, et pour cause, il a 66 ans et il boite. On va vous placer en garde à vue pendant 24 heures malheureusement. Mais pourquoi? Les enquêteurs vont vous dire ça. Cet homme est dangereux? Non, plus maintenant. Mais on ne sait jamais. Les trafiquants de drogue sont connus pour avoir des armes et être violents. C'est leur manière de faire de l'argent. Et l'argent pousse parfois les gens à faire des choses terribles. La drogue, elle, pousse toujours les gens à faire des choses terribles. Même un homme de 66 ans? Même un homme de 66 ans peut être dangereux. Il y a des vieilles dames qui commettent des meurtres. Vous ne savez jamais ce qu'il y a dans la tête des gens, ce qui les pousse à la violence. Une dizaine de policiers surarmés, Respire un bon coup et regarde où tu mets les pieds. juste pour arrêter un vieil homme handicapé. J'ai le genou bloqué, c'est ce que je te dis. On te fera un nouveau genou, allez, vas-y. Je peux pas le lever. On te tient, une marche à la fois. Allez, monte. Avec ses méthodes de plus en plus musclées et ses moyens disproportionnés, la police américaine est aujourd'hui au cœur d'une vive polémique. Des forces de l'ordre aux allures de militaires et lourdement armés, l'Amérique découvre le nouveau visage de sa police lors des événements de Ferguson d'août 2014. Suite à la mort d'un jeune noir tué par un policier, des émeutes éclatent. Face aux manifestants, se déploient des véhicules blindés et des hommes en tenue de combat armés de fusils d'assaut. Cette militarisation inquiète jusqu'au président de l'époque, Barack Obama. Nous avons vu comment des équipements militaires peuvent parfois donner aux gens l'impression d'être en présence d'une force d'occupation et non pas devant des forces de l'ordre qui sont là pour les protéger et les servir. Mais cette police surarmée n'est pas le fruit du hasard. Depuis des années, partout dans le pays, des commissariats accumulent du matériel militaire grâce à un programme du Pentagone qui les autorise à récupérer presque gratuitement des équipements dont l'armée ne veut plus. Un hélicoptère neuf de ce type, c'est dans les 3 millions de dollars. Celui-là nous a coûté 500 $. Suréquipée et de plus en plus violente. En 2017, aux États-Unis, près de 1000 personnes ont été abattues par les forces de l'ordre. Rapporté à la population, c'est 20 fois plus qu'en France. Souvent filmée, la violence de ces bavures s'étale au grand jour. Mon Dieu, vous venez de tuer mon copain! Comment expliquer tous ces dérapages? Aux États-Unis, les policiers sont formés à surréagir. Montre-moi tes mains. Et dans certaines formations, on les prépare même à tuer. Un homme en fuite qui vient de commettre un crime sous vos yeux, vous n'avez pas seulement le droit, vous avez la responsabilité de lui tirer dans le dos.
Enquête sur une police plus que jamais sous le feu des critiques. En Californie, dans la région de San Francisco, South Lake Tahoe, 20 000 habitants. La ville attire les Californiens qui aiment profiter des activités qu'offre son immense lac. Ici, on est loin de la frénésie des grandes métropoles américaines. La criminalité y est faible, 20% en dessous de la moyenne nationale. Pourtant, il arrive de croiser ce monstre d'acier de 18 tonnes dans les rues. Ce camion blindé, c'est un MRAP, un véhicule de combat de l'armée américaine. En Irak et en Afghanistan, il sert à transporter les troupes en toute sécurité. Son blindage est suffisamment épais pour résister aux mines. Et depuis sa tourelle, les GI peuvent mitrailler l'ennemi. La police de South Lake Tahoe l'a récupéré auprès de l'armée et relooké. L'agent Brandon Osier en est le conducteur attitré. Ça fonctionne comme un camion classique. Il y a une boîte de transmission, démarrage, frein, lumière, klaxon. Et on a rajouté une radio et une caméra à l'arrière. Les gyrophares, la sirène. Le MRAP a aussi été repeint en noir pour lui donner une apparence moins militaire. Quant à la tourelle, elle n'est plus équipée de mitrailleuses. Ça vous sert à quoi? Ça nous sert à nous protéger des balles. D'ici, on peut observer, même si quelqu'un nous tire dessus. Ce véhicule permet donc à Brandon et ses collègues de se protéger quand ils font face à un individu armé. Vous vous sentez en sécurité à l'intérieur? Oui. Personne ne peut m'atteindre. L'une des dernières fois que le MRAP est intervenu, c'était sur ce parking. Brandon et ses collègues s'en sont servis pour arrêter un voleur de voiture armé d'un pistolet. Le type a tenté de s'enfuir avec la voiture. Il a reculé, mais on l'a coincé et on lui est rentré dedans. Il a avancé, mais sa voiture s'est embourbée. Du coup, il a essayé de se sauver en courant. Le voleur, blessé au cours de l'opération, est finalement maîtrisé et interpellé. Mais les policiers n'utilisent le MRAP qu'une dizaine de fois par an. Alors certains habitants s'interrogent. Je descendais la rue et j'ai vu ce tank arriver. Ce n'est pas un tank. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc je me pose la question, pour quelle raison on a décidé d'avoir cette chose? Parce que c'est à l'épreuve des balles. Et si jamais on se retrouve face à un individu armé, dedans, on est en sécurité. Mais se retrouver en présence de ça, c'est assez choquant. Oui, ça l'est. D'ailleurs, c'est l'un de ses atouts. C'est tellement impressionnant que s'il y a un gars qui est retranché dans une maison et qu'il ne veut pas en sortir, on s'approche avec ça, ça va lui faire peur, et il y a des chances que le type armé sorte et se rende. Parce qu'on a ce truc et que c'est très impressionnant. Alors, si c'est pour les impressionner, c'est sûr que ça marche. Intimidation et protection. Bon, ok. Merci. Vous en pensez quoi? Disons que je comprends l'utilité maintenant que vous me l'avez expliqué. Mais je pense toujours que c'est disproportionné pour une ville comme Lake Tahoe. Pour la convaincre, Brandon avance un argument imparable. C'était gratuit. Ah, c'est bon à savoir. Je me demandais si c'était dans ce tank que partait l'argent de mes impôts. Non, non, c'est gratuit. Neuf, cet engin vaut pourtant 600 000 €. Alors comment cette petite ville a-t-elle pu l'obtenir sans verser $1? Aux États-Unis, il existe un protocole étonnant, le programme 1033. Il autorise la première armée du monde à céder gratuitement aux policiers des équipements dont elle ne se sert plus. Ces surplus sont stockés dans de gigantesques entrepôts. Il en existe une centaine dans tout le pays. À l'intérieur, il y a de tout, du micro-ondes aux ordinateurs et même des vélos d'appartement. Mais aussi des équipements de combat, lunettes de vision nocturne, fusils d'assaut et une armada de véhicules militaires. Depuis 1995, date de création du programme,
6 milliards de dollars de matériel ont été transférés à la police. Aujourd'hui, on peut croiser des blindés dans l'Amérique profonde. C'est dingue! Ou dans les grandes villes, comme ici en plein cœur de Manhattan, l'un des lieux les plus sûrs des États-Unis. Une petite ville de 10 000 habitants a même réussi à se doter de ce blindé à chenilles qu'on voit ici lors d'un entraînement. Un peu partout dans le pays, des shérifs, adeptes de la tolérance zéro, profitent des largesses du programme 1033. C'est le cas en Floride, près d'Orlando, dans le comté de Brevard, 400 000 habitants. Son shérif, Wayne Ivey, est un homme à poigne. Salut les gars, vous êtes prêts? Il ne manque pas d'imagination pour traquer les délinquants. Il a inventé un jeu inspiré de la célèbre émission La Roue de la Fortune. Chaque semaine, il enregistre un nouvel épisode qui sera diffusé sur Internet. La roue des fugitifs, première! Bonjour tout le monde, je suis le shérif Wayne Ivey du comté de Brevard. Et vous l'avez deviné, c'est le moment pour nous de faire tourner cette bonne vieille roue. Celui qu'elle désignera, c'est celui qu'on vous demandera de nous aider à arrêter cette semaine. Vous savez comment ça marche, nous avons 10 fugitifs sur la roue. Et celui qui est choisi sera le fugitif de la semaine. Mais les autres aussi peuvent aller en prison. On a assez de place pour tout le monde. Allez, tournons la roue! Sur la roue, pas de grosses sommes d'argent à gagner, mais des visages d'individus recherchés par la police. En France, cet appel à la délation serait inconcevable. Ok, cette semaine, on dirait bien qu'on va chercher Andrew Philip Lane. Si vous savez où il est, vous pouvez nous appeler sur la hotline du crime, ou nous envoyer un email, ou nous laisser un message sur notre page Facebook. Dans tous les cas, Monsieur Lane, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est de te rendre. C'est la meilleure chose à faire. Sois un homme, rends-toi, notre équipe t'attend. Ils t'ont réservé une place dans une belle cellule chauffée, avec de bons repas. Enfin, ils sont pas si bons que ça. Mais fais le bon choix, sois un homme. Allez, merci pour votre incroyable soutien au bureau du shérif. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la roue des fugitifs. Les individus exhibés n'ont commis que de petits délits. Consommation de drogue, vol ou encore cambriolage. Afficher leur visage comme s'ils étaient de dangereux criminels ne pose aucun problème moral au shérif, bien au contraire. Vous avez vu la spéciale femme qu'on a réalisée? Non. Mets-leur la version Ladies Night. Il n'y avait que des femmes sur la roue. Ce shérif, fervent supporter de Donald Trump, est très fier de ses vidéos. Chaque semaine, elles sont visionnées 20 000 fois sur Internet et permettent l'arrestation de la majorité des personnes désignées. Vous n'en faites pas un peu trop? Non, je pense pas du tout. Le meilleur moyen de ne pas être là-dessus, c'est de ne pas être un criminel chez nous. Sinon, on va tout faire pour vous neutraliser. On veut être aussi agressif que possible et arrêter les criminels. Alors bien sûr, on le fait dans les règles, de manière légale et professionnelle. Mais au bout du compte, notre but, c'est d'arrêter les criminels. Et pour les arrêter, grâce au programme 1033, le shérif dispose d'une arme redoutable. Cette arme, c'est une flotte de 5 hélicoptères prêts à décoller 24 heures sur 24 pour traquer les fugitifs. Un luxe quand on connaît le prix d'un de ces joujoux. Si vous achetez un hélicoptère d'occasion aujourd'hui, ça va probablement vous coûter 500 ou 600 000 dollars. Un neuf de ce type-là, mais un peu plus grand, ça revient à 3 millions de dollars. Et celui-là, vous l'avez payé combien? Celui-ci nous a coûté 500 dollars. 500 dollars, c'est juste pour les frais de livraison. L'engin, lui, est gratuit. John Coppola, le chef de l'unité, veille quotidiennement sur l'état de ses machines. Car certains hélicoptères, comme celui-ci, ont combattu sur des terrains de guerre. Il n'y a plus d'armes. Mais vous pouvez voir, il s'est fait tirer dessus pendant la guerre du Vietnam. Un pack de balles. Tout ça, ce sont des rustines. Il a aussi fait l'opération Tempête du désert en 1991. Des machines qui ne sont plus toutes jeunes, mais équipées d'une caméra dernier cri, télécommandée depuis le cockpit. Ces hélicoptères font près d'1 millier de sorties par an, et dans 70% des cas, c'est pour poursuivre des fugitifs. Pour ce type de mission, c'est l'outil idéal dans un comté 35 fois plus grand que Paris. Comme vous
pouvez le voir avec l'hélicoptère, nous sommes à 150 mètres en ce moment. Et on a une parfaite vue de la zone. Si on cherche une voiture et si on connaît la couleur, on peut la repérer plus facilement d'ici. En fait, l'hélicoptère, ça augmente les chances d'arrêter les fuyards tout en restant en sécurité. Ce sont les policiers au sol qui font appel aux pilotes dès lors qu'un suspect tente de leur échapper. Et ça donne lieu à des courses-poursuites spectaculaires, comme celle-ci, où un homme roule à tombeau ouvert dans une voiture volée. Il revient sur l'autoroute. Je reste en attente. Il a pris la sortie. Il sort, les gars. Il veut sûrement aller vers l'est, sur la 528. Le pilote de l'hélicoptère organise la traque. Il signale en direct la position de la voiture à ses collègues au sol. Il est sur la 501. Tu l'as toujours? Oui, c'est bon. Il roule à contresens maintenant. Il a franchi la ligne blanche. Le chauffard a beau prendre tous les risques, il sera rattrapé 15 minutes plus tard. La nuit aussi, c'est peine perdue pour les fuyards. Ils s'arrêtent, ils sont sur le terre-plein central. Ralentissez, ils arrivent derrière vous. Ils traversent l'autoroute. Impossible d'échapper à la caméra thermique. Ils s'enfoncent dans les bois. Qui les repère même dans l'obscurité. Quand l'hélicoptère intervient, les fugitifs sont arrêtés dans quasiment tous les cas. De redoutables machines dont les pièces de rechange pourraient coûter une fortune. Mais là encore, tout est gratuit. John n'a qu'à les commander sur le site de l'armée où est listé tout le matériel proposé par le programme 1033. Il n'y a pas que des pièces d'hélicoptère. Là, par exemple, il y a des lunettes. Ce site montre tout ce qu'ils ont en stock. Et il y a tout ce qu'il faut. Il n'a même pas besoin de se déplacer. C'est comme si vous faisiez vos courses sur eBay. Pour obtenir un équipement, il lui suffit de remplir un simple formulaire en ligne. Si je veux une Jeep, je dois écrire pourquoi j'en ai besoin. Et je leur envoie. Ça passe par plusieurs personnes. Et ils m'envoient une réponse en me disant « C'est bon, l'équipement est à vous ». Après, c'est à moi de m'organiser pour le transport. Parfois, ce sont eux qui s'en occupent. C'est vraiment facile. Très facile, oui. Cette flottille aérienne gratuite est une bénédiction pour le shérif Ivey. Comme tous les shérifs, il a été élu par ses concitoyens et passe ses journées à les rencontrer, ici dans une maison de retraite. Grâce au cadeau du programme 1033, il applique sa politique sécuritaire sans faire exploser les taxes. Il surveille les dépenses. Il est bon au niveau du budget. Vous savez, il fait attention à l'argent. Il ne le dépense pas n'importe comment, seulement sur ce qui est nécessaire. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, si vous avez commis un délit, il vous aura. Oui, je l'aime beaucoup. Il a gagné mon vote. Le comté de Brevard est l'un des 8000 services de police sur les 18 000 que compte le pays à avoir profité des surplus de l'armée américaine. Mais le programme 1033 n'est pas le seul moyen pour les forces de l'ordre de s'équiper. Direction la Californie, la baie de San Francisco, le berceau des hippies et de l'activisme pacifique. C'est pourtant là que chaque année, depuis 10 ans, se déroule une compétition entre policiers d'élite. Son nom, Urban Shield, bouclier urbain. Contrairement aux apparences, ces hommes ne sont pas des militaires, mais bien des policiers. Urban Shield accueille une trentaine d'équipes de SWAT qui s'affrontent pendant 48 heures non-stop. Équipez-vous. Jour et nuit, ils doivent résoudre divers scénarios catastrophes. Hey, doucement, doucement. Arrêtez, maintenez vos positions. Séquestration dans une maison. Allez, on bouge. On sort d'ici. Fusillade dans une boîte de nuit. Ici, ils doivent mettre fin à une prise d'otage qui tourne mal. Bien reçu. Bilan, 4 personnes à terre. Au secours, il tue des gens! Au total, une trentaine d'exercices inspirés librement d'événements réels. Comme l'attentat de Nice, où le camion fou fonce sur une foule, ici symbolisé par des mannequins et une bande sonore avec des cris de panique. Hey, j'ai besoin de renfort là-haut. C'est impressionnant, impressionnant. Notre meilleur scénario pour l'instant. En parallèle de la compétition, dans ce hangar, les marchands d'armes ont planté leur stand. Urban Shield, c'est l'occasion pour eux de faire des affaires.
Aux 300 policiers présents lors de l'événement, ils présentent leur dernière nouveauté. Comme cette pince coupante hydraulique multifonction. Elle défonce des portes, coupe des barreaux et peut même arracher des portières de voitures. Ici, c'est une boule équipée de plusieurs caméras qui offre une vue à 360 degrés. Très utile pour inspecter une pièce sans prendre de risque avant d'y pénétrer. Il y a aussi bien sûr de nombreuses armes. Le paradis pour toutes ces équipes de SWAT, dont celle de Justin, 29 ans, un habitué d'Urban Shield. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez ici? Ce vendeur qui propose des fusils pour tireurs d'élite joue les camelots. Car contrairement à la France, ici, chaque commissariat a la liberté de choisir et d'acheter son propre armement. Ils veulent tous te vendre leur super truc. Leur équipement est phénoménal, mais c'est de l'argent tout ça. Tout coûte très cher ici. Pour acheter tous ces équipements, la police américaine dispose de nombreuses sources de financement. À commencer par des subventions du gouvernement. Ces gilets pare-balles, par exemple, peuvent être remboursés à hauteur de 50%. Il y a une plaque blindée à l'intérieur? Ouais, C'est pas vrai, je la sens pas. première qualité. Des aides qui s'appliquent aussi aux armes à feu. Combien? 1460 $. 1460. Ah, il est bien, hein? Certains services utilisent des subventions pour acheter des armes. Mais ils se servent aussi des saisies liées aux affaires de drogue. L'argent des saisies. Voilà, l'argent des saisies. C'est très courant. On le fait tout le temps. Même l'argent liquide qui est découvert, ça aussi, ça revient au service de police. Dès lors qu'on peut prouver devant un tribunal que cet argent a été utilisé dans le commerce de la drogue, c'est à nous. On leur confisque parce que c'est de l'argent sale. Il n'existe pas de données précises sur l'argent dépensé par la police pour s'équiper. Mais ce marché se chiffre en milliards de dollars chaque année, ce qui contribue au surarmement des policiers américains. Justin ne comprend pas que ça puisse faire polémique. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir le danger qui existe dans le monde. Les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à voir que le mal existe, même quand ils le voient à la télé. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous confisquer nos armes et nous empêcher de faire notre boulot. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça nous rend plus vulnérables. Des flics meurent tous les jours. Ils se font tirer dessus, tuer. Chaque jour. On a besoin de ce matériel. Contrairement à ce qu'affirme Justin, les morts par arme à feu chez les forces de l'ordre ne sont pas quotidiennes. Mais une quarantaine de policiers ont tout de même été tués par balle en 2017. Et avec plus de 300 millions d'armes à feu en circulation aux États-Unis, ils se sentent souvent en danger. Dans le Missouri, Kansas City, 500 000 habitants. Avec 149 meurtres l'an dernier, c'est la 5e ville la plus dangereuse des États-Unis. Au commissariat de la zone sud, c'est l'heure du briefing pour l'équipe de nuit du sergent Sébastien Henriot. Ça mérite la fourrière. Sébastien est français. Il est arrivé aux États-Unis en 1995. À l'époque, il exerçait un tout autre métier. Moi, j'étais pâtissier. Ça commence par un P, pâtissier, policier. Ouais, pâte à briser, pistolet. On peut continuer comme ça. Comment ça s'est passé? Ils ont un programme où, si vous êtes citoyen, vous pouvez passer nuit avec la police. Donc, j'ai passé nuit avec la police. Et ça s'est passé comment? Bon, au début, j'étais choqué. Ce qui m'a choqué, c'est de voir comment les gens se traitent entre eux. Les tapages nocturnes, les gens qui se tapent dessus, les gens qui se tirent dessus, les gens qui... La violence. La violence. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de carrière? Oh, je ne pense même pas que ça soit le cas le plus étonnant que j'ai rencontré. Beaucoup d'entre nous viennent d'horizons complètement différents. Vraiment? Et vous? J'étais banquier. Vraiment? En 2004, Sébastien décide de quitter ses cuisines et devient policier. Il découvre ses nouveaux outils de travail qu'il emporte tous les jours avec lui lors de ses patrouilles de routine. Déjà, je vais vous montrer ce qu'on a. On va commencer avec le Taser X26. Donc, c'est une arme qui va décharger 50 000 volts et 0,1 ampères.
Donc c'est une arme très efficace. Par exemple, on a une drogue ici qui s'appelle le PCP. Et c'est une drogue qui vous rend super puissant. Et en général, ils ont très chaud et ils sont nus. Donc vu qu'ils ne vont jamais nous écouter et qu'en général, ils aiment bien se battre. Ça permet de les arrêter. Ça permet de les arrêter très rapidement. Alors après, si on va monter en gamme, je vais vous passer après le fusil à pompe qu'on a avec un beanbag. C'est un fusil à pompe avec des cartouches, des petites billes dedans. C'est-à-dire que ça nous permet d'appréhender un sujet qui va avoir un couteau. Et au lieu de le tuer, on va le neutraliser avec ça. Ça ressemble à une cartouche normale, sauf que dedans c'est comme une toute petite chaussette avec des billes. Donc ça va faire un gros bleu. Et en général, ils vont lâcher leur couteau, ils vont arrêter immédiatement ce qu'ils font. Donc c'est en fin de compte un fusil à pompe qui est normal. La raison pour laquelle il est orange, c'est pour que nous, en moment de crise, on ne confonde pas avec le vrai fusil à pompe qu'on a aussi dans la voiture. Ça tue pas du tout. Les armes qui tuent, elles, sont juste à côté du conducteur. Ensuite, on a le fusil à pompe qui est tout le temps chargé avec 4 cartouches. Tout le temps chargé? Il est tout le temps chargé. C'est la cartouche. Toutes les armes qu'on a sur nous sont toujours chargées. Mon pistolet est toujours chargé avec 16 balles dedans. Celui-là, il va en avoir 4. Et ensuite, le prochain... Le prochain arme qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle le R15, qui va contenir 28 balles. Ça va nous permettre de tirer à 50 mètres. Donc ça fait à peu près seulement 4 ou 5 ans qu'on peut les avoir. Avant, on ne les avait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de plus en plus de ce qu'ils appellent AK-47, les Kalachnikov dans la rue. Donc en fin de compte, des fois, on arrive dans des situations où on ne faisait pas le poids. Donc il a fallu qu'on s'adapte à la situation. C'est pas étonnant de se retrouver avec un tel fusil dans les mains? Bah, au début, ça choque, mais avant, on s'y habitue. Vraiment? Ouais, on s'habitue. Hein. Disons que moi, quand je suis rentré à la police, j'avais jamais touché une arme à feu. Je suis né en France, j'ai grandi en France. C'est juste que j'ai appris à m'en servir. Et maintenant? Ça fait partie de votre quotidien? Maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Disons que c'est mon outil de travail. J'ai échangé un fouet contre un R15. C'est la différence. Un arsenal hallucinant comparé à celui d'un gardien de la paix français, qui en général n'est équipé que d'un pistolet et d'une matraque. Sergeant Henry at 5153 12817 camp check vehicle inspection completed. Sébastien patrouille de 16h à 1h du matin, les armes toujours à portée de main. Ça vous est déjà arrivé, sur une intervention, mais même banale, vous avez été obligé de sortir votre arme? Ouais, ça arrive souvent. L'exemple le plus frappant que j'ai eu, c'est quand j'ai arrêté cette personne parce qu'il avait écrit un stop. En fin de compte, il venait d'Afrique. Et quand je lui ai demandé pour son permis de conduire, ce que je ne savais pas, c'est qu'il s'est directement précipité dans sa chaussette. Alors pour nous, dans la chaussette, les gens portent une autre arme. Donc évidemment, j'ai sorti mon arme et il a eu peur. Et tout ça pour me dire que dans son pays, c'est là qu'ils gardent en effet leur argent et leurs pièces d'identité. Donc il n'était pas du tout armé, mais en effet, il gardait tous ses papiers dans sa chaussette. Mais de la façon dont il l'a fait assez précipitamment. Moi, je pensais qu'il était armé. Donc, vous avez pointé votre arme? Oui, j'ai pointé mon arme, ouais. Ça aurait pu très mal tourner en fin de compte, ouais. Pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, j'aurais pu tirer sur une personne qui n'était pas du tout armée. Policier aux États-Unis, un métier où les nerfs sont parfois mis à rude épreuve. D'autant plus que, contrairement à la France, ils patrouillent souvent seuls dans leur voiture. Mais ce soir, exceptionnellement, Sébastien a de la chance. Un collègue l'accompagne pour la fin de son service. Sébastien a peur quand il commence à faire nuit. Pas vrai, le Frenchie? Les deux hommes sont à l'affût du moindre comportement suspect. Et à 22h, leur cible, ce sont les rares voitures qui circulent. On vérifie la plaque d'immatriculation. Il y a un truc de suspect? Tout le secteur est suspect. C'est une zone assez chaude en fin de compte. Vente de drogue, vente d'armes. Nothing. Sébastien vient de repérer une voiture avec une plaque d'immatriculation provisoire. On va voir si elle est expirée ou pas. Il se lance à la poursuite du chauffeur qui obtempère immédiatement. À première vue, rien ne semble dangereux dans ce contrôle.
Pourtant, les deux policiers vont rester en permanence sur leur garde. Sergent Rio, police de Kansas City. Je vous arrête parce que votre plaque n'est plus valable. À qui est cette voiture? À ma copine. Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Pendant que Sébastien discute avec le chauffeur, son collègue se place de manière à avoir une vue d'ensemble de la scène. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Le danger peut venir de la voiture, mais aussi des alentours. Et pendant tout le contrôle, les deux policiers restent extrêmement vigilants. Je surveille au cas où. Si jamais le conducteur sort une arme, pour que je puisse répliquer. C'est plus facile d'ici que depuis la voiture. Mais là, il a une arme? Non, c'est juste au cas où. Sébastien et son collègue gardent toujours à l'esprit qu'un Américain sur 4 détient une arme à feu. Bonne nuit. Vous, ça vous est déjà arrivé que des gens soient armés? Oui, bien sûr. Dans la voiture? Oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Dans ces cas-là, quand on est deux, donc je vais le dire à mon coéquipier qu'il y a une arme. Mais il faut faire attention aussi parce qu'avoir une arme, c'est pas illégal. Donc avoir une arme qui est dans la voiture et qui est au milieu de la voiture, enfin dans la console, c'est délicat. Donc est-ce que je sors la personne de la voiture ou est-ce que je regarde ses mains? Donc ça va dépendre de la situation en fin de compte. Donc c'est à vous de gérer cette situation? C'est à nous de gérer cette situation. Parce que le problème, c'est si je commence à sortir la personne de la voiture et de l'arrêter, de prendre son arme, ça peut être une violation de ce qu'ils appellent une infraction sur le 4e amendement de la Constitution de cette personne-là. Ce droit constitutionnel qui autorise les Américains à porter une arme complique considérablement la tâche des policiers, qui en viennent à risquer leur vie sur de banals contrôles routiers. Sur celui-ci, la tension va monter d'un cran. Les deux équipiers sont aux aguets, tout simplement parce qu'il y a plusieurs occupants dans la voiture. Police, à qui appartient cette voiture? Une raison suffisante pour que le collègue de Sébastien dégaine son pistolet. Merci, bonne nuit. Un geste inimaginable en France. Ton collègue a sorti son arme. Parce que c'est une voiture il y avait 4 personnes dedans. Donc si par exemple le passager commence à produire une arme ou faire quelque chose, au moins il est prêt. Et donc il fallait qu'il sorte son arme? Oui, c'est courant, c'est très courant. C'est très courant? Ah oui. Il y a tellement d'armes dans ce pays, toute personne est armée, jusqu'à preuve du contraire. Certaines nuits, Sébastien a même sorti son pistolet à plusieurs reprises. Mais en 13 ans de carrière, il nous affirme qu'il n'a jamais eu à ouvrir le feu. D'autres policiers n'ont pas eu son sang-froid et ont commis de terribles bavures. Près de Minneapolis, dans le Minnesota, un contrôle routier a dérapé. La victime, c'était le copain d'enfance de John. Mon pote me manque. Mon pote me manque vraiment. Il s'appelait Philando Castille, il avait 32 ans, il travaillait dans une cantine scolaire. Sa mort brutale a choqué toute l'Amérique. Ce 6 juillet 2016, sa petite amie à ses côtés dans la voiture filme son agonie, qu'elle diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Reste avec moi. On s'est fait arrêter pour un feu arrière cassé. Et le policier qui se cache là, il a tué mon petit ami. Le policier, le doigt encore sur la gâchette, vient d'abattre Philando. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'il est mort. Je l'ai vu sur Facebook Live, mais je n'ai pas fait gaffe. Je suis passé dessus sans faire attention. Pourquoi vous n'avez pas fait attention? Parce que ça arrive tellement souvent ici que je me suis dit « Oh, ils ont encore tué quelqu'un !» Et je ne voulais pas voir ça. Et quand je me suis levé le lendemain matin pour aller au boulot, j'ai allumé les infos et j'ai vu le nom de Philando Castille défiler en bas de l'écran. Et j'ai crié « Mon Dieu, ils ont tué Phil !» Je ne pouvais pas le croire. Je n'y croyais pas qu'il avait été tué. La voiture de police a suivi Philando tout au long de cette rue. Puis au moment où il a vu le gyrophare, Philando s'est mis sur le côté. Il s'est arrêté juste là. La suite du contrôle a été filmée par la caméra placée dans le véhicule de police.
Philando rentre du supermarché avec à ses côtés sa compagne et la fille de celle-ci. Bonjour monsieur. Je vous arrête parce que vous avez un feu de stop cassé. Vous avez votre permis, monsieur ? Au départ, le contrôle est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais au moment où Philando indique qu'il porte une arme sur lui, la situation dégénère brutalement. Monsieur, je dois vous dire que j'ai une arme à feu sur moi. Ok, alors ne la touchez pas. Non, non, je la sors pas. Ne la sortez pas, ne la sortez pas. Non, 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 non! Mon Dieu, vous venez de tuer mon copain! Le policier vient de faire feu à 7 reprises. Ne sors pas ton arme! Ne bouge pas! Putain! Oh mon Dieu! Putain! Oh mon Dieu! Ne bouge pas! Les tirs sont passés à quelques centimètres de la fillette de 4 ans, assise à l'arrière, et qui est récupérée par un collègue venu en renfort. Pourquoi l'agent a-t-il réagi aussi soudainement et avec une telle violence? Philando s'est-il montré menaçant? C'est la question que se pose la police des polices qui débute son enquête le soir même en interrogeant sa petite amie. Selon elle, Philando n'a jamais eu l'intention de sortir son arme. Son permis et sa carte grise étaient dans sa poche arrière. Et au moment où il allait les prendre, il a dit à l'officier « Monsieur, j'ai une arme sur moi ». Et il avait du mal à les attraper. Et l'officier avait déjà son pistolet en joue, prêt à tirer. « Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas !» Et c'était fini. Terminé. Le policier n'aurait donc eu aucune raison valable de faire feu. Le soir même, le tireur, Geronimo Yanez, 28 ans, donne lui aussi sa version aux enquêteurs. Il s'est tourné en gardant sa main gauche sur le volant. Et il a penché le haut de son corps. Ça m'empêchait de voir sa main droite. À ce moment-là, 1 million de choses me sont passées par la tête. Je me suis dit que j'allais mourir. J'ai eu peur parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire. Il avait quelque chose dans sa main. Et la première chose qu'il m'avait dite, c'était qu'il avait une arme. Et j'ai pensé qu'il était en train de la prendre, qu'il l'avait dans sa main droite. Et j'ai tiré. Je lui ai tiré dessus. Et je ne l'ai pas quitté du regard. Vous avez vu quelque chose dans sa main? Non, je me souviens pas avoir vu quelque chose dans sa main. Geronimo Yanez est mis en examen pour homicide involontaire. 1 an plus tard, son procès s'ouvre. À la barre, ses avocats affirment qu'il a cru voir un pistolet dans la main de Philando Castille. Cet argument suffit à faire acquitter leur client. Car aux États-Unis, la loi autorise les policiers à tirer dès lors qu'ils se sentent menacés. Ce qu'il a vu à ce moment précis, c'est cet homme qui avait une arme dans la main, prêt à tirer sur lui. Et dans de telles circonstances, selon nos lois, il avait le droit de répliquer. À partir du moment où ils pensent raisonnablement qu'il y a une arme, ils sont autorisés à tirer. Et ça arrive tout le temps qu'il y ait des erreurs, que ce ne soit pas un pistolet. Ça peut être un téléphone, des clés, n'importe quoi qui ressemble à un pistolet ou une arme. Mais il a tiré combien? 7 fois? 7 fois. Ils sont entraînés à tirer, ok. Les policiers sont entraînés à éliminer la menace. Et il n'y a aucune consigne, aucun entraînement qui leur impose de ne tirer qu'une seule fois ou 2. Ils peuvent tirer 7 fois. Et j'ai même défendu des policiers qui avaient tiré encore plus. Les policiers disposeraient-ils donc d'un permis de tuer? En tout cas, à cause de cette loi, très peu sont condamnés devant les tribunaux. Mais comment ces forces de l'ordre, de plus en plus suréquipées, sont-elles formées? Quelles règles leur enseigne-t-on au juste? À Kansas City, l'école de police accueille des candidats à la sortie du bac. Mais la majorité d'entre eux ont un diplôme universitaire. Première surprise, leur formation est bien plus courte qu'en France. 7 mois ici, contre 12 pour un gardien de la paix français. Pendant leur cursus, ils suivent des cours théoriques où on leur enseigne les règles de droit. Mais le plus important dans leur formation, c'est la pratique. Monsieur, arrêtez-vous! Arrêtez! Ok.
Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai fermé ma voiture avec les clés à l'intérieur. Gardez vos mains en l'air. J'ai rien fait de mal. Mains en l'air. Pas toujours évident pour de jeunes policiers d'une vingtaine d'années d'imposer leur autorité. L'instructeur les rappelle à l'ordre. Ce type, il faut le mettre à terre, vous comprenez ça? Oui, monsieur. C'est une situation potentiellement très dangereuse. Il faut qu'il soit mis au sol, et s'il refuse de se coucher alors que vous lui demandez, alors c'est à vous de le mettre à terre, ok? Oui, monsieur. Ok? Oui, monsieur. Tu peux faire ça? Oui, monsieur. Ok. Et toi, tu servais à quoi? J'étais en train de le couvrir, monsieur. J'ai eu l'impression que tu n'avais pas du tout envie de t'impliquer. Tu as beaucoup hésité quand il s'est arrêté. Faut que tu mettes le paquet. Oui, monsieur. Je veux dire, t'es la police, ok? Oui, monsieur. Si vous n'êtes pas en sécurité, si vous êtes touché, blessé ou pire, vous ne pouvez sauver personne. Donc il faut que la situation soit sous contrôle. Et pour ça, il faut absolument maîtriser l'individu. Au cœur de l'enseignement, l'idée que toute situation est potentiellement dangereuse. Laisse-le sortir d'abord. Dans le jeu de rôle suivant, ces deux élèves doivent venir en aide à un homme qui n'arrive pas à se débarrasser d'un ami qui a trop bu. Venez virer ce type de mon appartement, il est complètement saoul. Regardez, il est affalé sur mon canapé. Dans le scénario, l'individu refuse d'obéir à la police. Il m'a invité chez lui pour regarder le sport à la télé, boire des bières, manger. Le but de l'exercice, c'est de leur montrer qu'une situation peut vite dégénérer. Ne touchez pas à ça. Laissez ça par terre, monsieur. Serre-moi une autre bière plutôt. Laissez ça, monsieur. Non, monsieur. Restez où vous êtes. Vas-y, viens me chercher. Monsieur, restez assis. Lâche-moi. Monsieur, calmez-vous. Mais lâche-moi, putain. Ils vont devoir maîtriser l'homme qui leur résiste. Je l'ai bloqué. À terre, à terre, à terre. Mais surtout, trouver tout l'arsenal qu'il cache sur lui. Vous avez des armes ou quoi que ce soit qui pourrait me nuire? J'ai que dalle. Il a un pistolet. Il y a un couteau aussi. La semaine prochaine, ces élèves commenceront à apprendre à tirer au pistolet. Et au terme de leurs 7 mois de formation, ils seront lâchés sur le terrain accompagnés d'un instructeur. Ensuite, tout au long de leur carrière, ils vont s'exercer au tir 2 fois par an minimum. S'entraîner aussi dans ce simulateur vidéo. Il y a eu des coups de feu. Où ils apprennent à réagir vite face au danger. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Lâchez cette seringue. Madame, jetez cette seringue immédiatement. Jetez la seringue. Coup de feu tiré, je n'arrive pas à voir sa main. Madame, montrez-moi vos mains. Mettez les mains en l'air, j'ai besoin de les voir. Jetez la seringue. La règle numéro 1 pour un policier, c'est de rentrer chez lui après son service. Tout faire pour retrouver sa famille après le service. Face à cette idée que le danger est permanent, certains n'hésitent pas à pousser les policiers à adopter des comportements extrêmes. Voici une vidéo de promotion d'une formation privée appelée Bulletproof, à l'épreuve des balles. Les formateurs, Dave Grossman, un ancien lieutenant-colonel de l'armée, et Jim Glennon, un flic à la retraite. Les élèves sont des policiers à qui les commissariats ont payé ce stage de perfectionnement. Et ce qu'on apprend dans ces cours dispensés aux 4 coins des États-Unis est édifiant. Une fois que vous avez pris la décision d'ôter la vie à quelqu'un, vous devenez un prédateur. Et que fait un prédateur? Il tue. Seul un tueur peut chasser un tueur. Êtes-vous émotionnellement, spirituellement, physiquement préparé à prendre une vie humaine? Dans ces stages, Dave Grossman, qui est aussi consultant pour l'armée américaine, incite les policiers à agir en tueur. Il prêche même le recours à une justice expéditive. Un homme en fuite qui vient de commettre un crime sous vos yeux, vous n'avez pas seulement le droit, vous avez la responsabilité de lui tirer dans le dos. Vous lui tirez dessus, vous lui tirez dans le dos et vous continuez jusqu'à ce qu'il tombe. Malgré un contenu qui pousse clairement à la violence, ces formations n'ont pendant longtemps inquiété personne. Jusqu'à ce qu'un simple citoyen assiste à l'une d'entre elles. Bill, un électricien de 43 ans, s'est infiltré dans l'un de ces stages en se faisant passer pour un étudiant en criminologie. Il a découvert qu'on y enseignait aux policiers à tirer avant de réfléchir. La moindre hésitation était régulièrement pointée comme un problème.
Une faute qui mettait inutilement en danger la vie du policier. Cet homme-là disait que beaucoup de gestes ressemblent à celui qu'on fait quand on dégaine un pistolet. Donc, si je prends mon portefeuille, on pourrait croire que j'attrape mon arme. Et le message qu'il donnait, c'était « Vous ne devez pas attendre. Vous n'avez pas le temps de savoir si c'est un portefeuille ou un pistolet. Si vous attendez, vous risquez de mourir. Et il n'est pas question de mourir. La loi vous autorise à tirer. » Et quelle n'a pas été sa surprise quand Bill a découvert que parmi les participants, il y avait un certain Geronimo Yanez, le policier qui tuera Philando Castille 2 ans plus tard. C'est triste, parce qu'il y a eu une victime qui était un homme bon, un travailleur qui gagnait honnêtement sa vie. Et de l'autre côté, on a un policier qui a été la victime de cette formation qu'il a suivie. Suite à ce scandale, les instructeurs qui ont refusé de répondre à nos questions ont interrompu certains de leurs séminaires. Des formations qui prônent l'ultra-violence, des policiers aux méthodes de cow-boy et de plus en plus lourdement armés. Aujourd'hui, la devise de certains commissariats, protéger avec courage, servir avec compassion, a du plomb dans l'aile. Des bavures ont lieu toutes les semaines aux États-Unis. Et dans certains cas extrêmes, appeler la police peut même devenir dangereux. À Minneapolis, le 15 juillet 2017, la ville a été le théâtre d'une de ces bavures surréalistes. Justin Damon, une professeure de yoga, s'est faite tirer dessus par une patrouille qu'elle avait elle-même appelée au secours. Cette histoire a choqué les habitants de Minneapolis. Et avec l'accumulation des exactions, certains descendent régulièrement dans la rue pour crier leur colère. Plus de violence aux États-Unis. Rien ne la justifie. Pas de violence. Qu'on soit noir, blanc ou policier, rien ne justifie cette violence. Restons unis et faisons la paix, pas la guerre. Alors, pour empêcher ces violences, des activistes pensent avoir trouvé la solution. Son matériel vidéo toujours à portée de main, Andrew Anderson, 33 ans, fait partie des Cop Watch, un vaste mouvement de surveillance de la police, né en 1990 en Californie et qui prend de l'ampleur. Pour empêcher les dérapages, les Cop Watch filment et diffusent les interventions sur Internet. Ce jour-là, il y avait 3 voitures de police pour arrêter un SDF qui avait juste une canette de bière ouverte. C'est ridicule. Ça n'est pas une bonne façon d'utiliser nos impôts. Est-ce que je peux avoir votre numéro de badge? Cela fait maintenant 8 ans qu'Andrew révèle au public le nom des agents qui enfreignent les règles. Je pense qu'il y a une culture militaire dans la police qu'on ne voyait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense que tout cet entraînement militaire perturbe les policiers et les incite à croire qu'ils doivent être violents pour faire respecter la loi. Il y a aussi ce mensonge répandu selon lequel, tous les jours, les policiers risquent leur peau. Or, il y a plus de policiers qui meurent dans un simple accident de voiture, et même pas en allant sur une scène de crime ou en poursuivant un suspect, qu'en se faisant tirer dessus ou poignarder par un criminel. Mais ils subissent cet entraînement qui leur fait faussement croire qu'ils sont en danger sur le moindre contrôle routier, que les gens vont s'attaquer à eux, ce qui est complètement faux. À Minneapolis, c'est surtout la nuit, quand les fêtards sortent dans les bars, que la présence policière augmente. Pour Andrew aussi, c'est le meilleur moment pour jouer les Cop Watch. Et comme un pied de nez aux autorités, c'est à bord d'une ancienne voiture de police achetée d'occasion qu'il traque les bavures. Il n'a pas à chercher bien longtemps. Au bout de quelques minutes, il tombe sur un contrôle de police. Je vais essayer de me garer là. Vous êtes prêts? Je vais vérifier que tout se passe en douceur, que la situation est gérée correctement. Donc c'est la patrouille 112. Il est 23h05 le 21 septembre. Immédiatement, les agents braquent leurs projecteurs sur lui.
En faisant ça, ils essayent de m'aveugler avec leur lumière. Ils cachent leur visage. Maintenant, je ne peux plus les voir. Ils font souvent ça, ils ne veulent pas être vus. Alors ils se cachent de la caméra. Si la situation dégénère, Andrew a tout prévu. Avec son portable, il lance un second enregistrement qui est automatiquement conservé sur un serveur. Maintenant, même s'ils prennent mes caméras, j'aurai toujours une copie de sauvegarde à la maison. Mais pour l'instant, c'est plutôt le calme plat. Personne dans la voiture. Seul événement, l'arrivée d'une dépanneuse. Puis d'un policier intrigué par la caméra. Je peux vous aider? Non, j'exerce le premier amendement de la Constitution. Pardon, je suis désolé, j'ai pas compris. On exerce le premier amendement, qui nous autorise à filmer. Ah, d'accord. Je vous signale que vous n'êtes pas sur un lieu public, mais sur un parking privé. Ok, allons sur le trottoir. Andrew obéit gentiment et se déplace de quelques mètres à l'extérieur du parking. Mais il a commis l'erreur d'y garer sa voiture. Les policiers qu'il a filmés vont la repérer. Et ils vont en profiter pour lui jouer un mauvais tour lorsqu'ils tentent de la récupérer. Il est strictement interdit d'entrer. Retournez sur le trottoir. Je vais chercher ma voiture. Vous ne pouvez pas, cette zone est interdite. Je veux récupérer ma voiture. S'il vous plaît, retournez sur le trottoir. Je veux récupérer ma voiture. Andrew est pris au piège. Il appelle à la rescousse une amie avocate, responsable d'une association contre les violences policières. Elle arrive 5 minutes plus tard et à son tour essaie d'aller parlementer. S'il vous plaît, n'entrez pas sur ce parking et retournez sur le trottoir où on vous arrête. Pour quelle raison? Bon, je vais appeler le commissariat pour en finir avec ce merdier. Je voudrais parler à la police. Merci. L'avocate appelle un responsable et parvient finalement à débloquer la situation. Quelques minutes plus tard, un des policiers vient à leur rencontre. À qui appartient le véhicule? C'est à moi. Il les autorise à récupérer la voiture. Si cette fois-ci, tout se termine bien pour Andrew, la confiance que les Américains ont envers les forces de l'ordre n'est pas prête de s'améliorer. Malgré les 1000 personnes abattues par la police l'an passé, seulement 13 policiers sont actuellement poursuivis par la justice.